La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 23 mars 2026 et ce matin, le titre c'est des marchés sans filet de sécurité. Les semaines se suivent et se ressemblent sur les marchés, le conflit en Iran continue d'accaparer l'attention, les marchés fluctuent au gré des variations des prix du pétrole et les investisseurs scrutent chaque prise de parole de Donald Trump qui, comme à son habitude, sature le paysage médiatique de saillies pas toujours homogènes. Alors on va commencer par résumer ces déclarations des derniers jours. Vendredi, Donald Trump est parti en week-end en déclarant qu'il n'était pas intéressé par un cessez-le-feu et quelques heures plus tard, il a indiqué que les États-Unis étaient proches d'avoir atteint leurs objectifs et envisageaient de réduire leurs efforts militaires. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a menacé de détruire les centrales électriques iraniennes si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert dans les 48 heures et en réponse, l'Iran a menacé de viser les infrastructures énergétiques et les usines de dessalement des pays du Golfe. On a donc d'un côté un président américain qui continue à souffler le chaud et le froid et de l'autre plutôt du chaud que du froid sur le terrain. Téhéran a procédé samedi à ses premiers tirs de missiles de longue portée en visant la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia située dans l'océan Indien et tôt lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir entamé une vague de frappes à grande échelle sur Téhéran. Ce matin, les dernières menaces de Donald Trump pèsent sur les marchés et si le pétrole est relativement stable, la séance est très difficile en Asie. Les indices sont en recul de l'ordre de 2 à 3%, voire même plus en Corée du Sud. C'est donc une nouvelle journée dans le rouge qui se profile en Europe et aux États-Unis. Wall Street est d'ores et déjà sur une série de 4 semaines de baisse consécutives et du côté du vieux continent, les principaux indices sont en baisse d'environ 10% depuis le début du mois. Ce matin par exemple, on a un baril de Brent qui est autour de $112, le WTI, le brut léger américain, lui a touché les $100 qui est un cap très symbolique pour les États-Unis. Du côté de l'or et de l'argent, on est en baisse aussi marquée, l'or qui ne fait plus office de refuge depuis plusieurs jours déjà, voire même depuis 3 semaines. L'once d'or était proche des $5,600 il y a quelques semaines, c'était son record, et là on est plutôt autour de $4,300. Et là on va toucher du doigt le nerf de la guerre, si je puis dire en ce moment, parce que la fin de semaine dernière a été particulièrement difficile, avec des banquiers centraux qui ont ressorti leur costume de faucon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les discours de Jérôme Powell de la Fed, de Christine Lagarde de la BCE ou d'Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre ont laissé entendre que les banques centrales sont prêtes à dégainer des hausses de taux face à un retour de l'inflation. Alors si pour l'heure tout le monde a laissé ses taux inchangés, pour le marché c'est un vrai pivot hawkish. Fini les baisses de taux en 2026, on se prépare désormais à des hausses. Par exemple, le marché en attend 3 pour la BCE d'ici la fin de l'année, c'est considérable. Ces anticipations ont provoqué une très forte remontée des taux courts et les taux longs ont logiquement suivi. Vendredi, le 10 ans britannique a atteint son plus haut niveau depuis 2008. En France et en Allemagne, le taux à 10 ans est revenu sur des niveaux inédits depuis 2011 et des taux plus élevés, évidemment, ça n'est jamais du goût des actions et au-delà du niveau absolu, c'est aussi la vitesse des mouvements qui est assez désagréable. Le 10 ans américain a repris 40 points de base depuis le début du mois et c'est même plus de 50 points de base pour le 10 ans français. Ce qui est embêtant pour les marchés actions, c'est que cette fois, il ne semble pas y avoir de put de banque centrale. En règle générale, lorsqu'un choc affecte la croissance, les banques centrales baissent les taux pour soutenir l'économie, c'est un mécanisme hyper classique. C'est d'ailleurs le filet de sécurité ultime pour les financiers sur lequel repose une partie de leur confiance légendaire en l'avenir. Mais si le choc en question ramène aussi de l'inflation, eh bien on ne peut pas baisser les taux et c'est tout le problème d'un choc énergétique. Les banques centrales ne peuvent pas imprimer de barils. L'autre put sur lequel les marchés comptent traditionnellement, c'est celui de Donald Trump. Il a plusieurs fois montré qu'il était capable de prendre des virages à 180 degrés, en particulier si les voyants passent tout rouge sur les marchés, mais pour le moment, il ne semble pas trop sensible à cet aspect. La semaine dernière, il a même dit qu'il s'attendait à bien pire et que de toute façon, le S&P 500 avait franchi les 7000 points durant son mandat, fin janvier, alors que personne ne pensait que c'était possible, je le cite. Surtout, rien ne dit qu'il peut stopper le conflit du jour au lendemain, car si la Maison-Blanche doit prendre en compte les impacts sur la vie des Américains, Israël et l'Iran sont engagés, eux, dans un conflit existentiel. Ces deux pays sont prêts à souffrir beaucoup plus. En attendant, les prix de l'énergie continuent à monter, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est toujours paralysé, une bonne partie des capacités de production au Moyen-Orient sont à l'arrêt. Chaque jour qui passe rend donc le problème plus concret. Selon le Times, le Royaume-Uni étudierait même un plan pour rationner l'essence, des mesures qui ont déjà été adoptées par certains pays asiatiques. Et selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite anticipe un baril à $180 si les perturbations se poursuivent au mois d'avril. $180, c'est d'ailleurs aussi le scénario critique de certaines compagnies aériennes qui sont en train de
de préparer leur couverture kérosène. Dans le reste de l'actualité, pour démarrer la semaine, les 3 plus grandes villes françaises restent à gauche. À Paris, Emmanuel Grégoire succédera à Anne Hidalgo. À Lyon, l'écologiste Grégory Doucet a été réélu, tout comme le socialiste Benoît Payan à Marseille. Sur l'agenda macro, ça sonne un petit peu creux cette semaine. Seules les enquêtes PMI en Europe et aux États-Unis viendront animer la séance de mardi. Et sur l'agenda des sociétés, eh bien les grosses publications annuelles sont terminées sur les marchés occidentaux. Seules de grandes entreprises chinoises sont programmées cette semaine. Côté Asie-Pacifique, la baisse s'est propagée partout pour démarrer la semaine. Le Japon perd 3,4%, la Chine continentale et Hong Kong lâchent plus de 3%, la Corée du Sud, toujours aussi volatile, plonge de 6,5%, l'Inde et Taïwan sont en baisse de plus de 2% et l'Australie sauve l'honneur en limitant ses pertes à 0,7% en clôture. L'Europe est attendue en baisse dans les premiers échanges. Dans l'actualité des sociétés en France, Frédéric Sanchez est nommé président du conseil d'administration d'Orange. Les microcontrôleurs de ST Micro, les STM32 fabriqués en Chine, entrent en production en volume pour les clients chinois. Total Energy et Holcim ont inauguré une centrale solaire flottante à Aubourg en Belgique. Elior rembourse par anticipation 159 millions d'euros d'obligations juillet 2026 et Alice Pharma lance le recrutement d'une phase 2B avec son candidat AEF 0217. Sur l'agenda des publications en France, Abivax, Streamwide ou encore Spartoo. Dans le reste de l'Europe, Unicredit étudie 3 options pour relever son offre sur Commerzbank selon la presse italienne. La Poste italienne lance une OPA mixte de 10,8 milliards d'euros sur Telecom Italia, valorisant l'action avec une prime d'environ 9%. Galderma a reçu le feu vert de la FDA pour Restylane Contour dans le traitement du creux des tempes. Bridgepoint confirme n'avoir aucune intention de déposer une offre sur Spire Healthcare. Et Webuild remporte un contrat de 117 millions d'euros pour le détournement de Mondovi. En Amérique du Nord, United Airlines craint un surcoût de kérosène pouvant coûter jusqu'à 11 milliards de dollars en 2026. Le fabricant de pneus Goodyear supprime des centaines de postes en Europe. Elliott détient une participation majeure dans Synopsys selon le Wall Street Journal et OpenAI va étendre la publicité sur ChatGPT à l'ensemble des utilisateurs gratuits et low cost américains selon The Information. Ailleurs dans le monde, Dr. Reddy's prévoit le lancement d'une version générique du sémaglutide contre l'obésité en Inde d'ici quelques mois. Claro, une filiale d'America Mobile, s'offre le brésilien Desktop pour 753 millions de dollars et Tencent lance son outil d'IA Clowbot sur WeChat. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.